Il faudrait un miracle pour que le programme politique d'un candidat corresponde exactement à ce qui est mon intérêt total. Les élections, si on vote pour le candidat le moins pire. Moi, j'ai eu l'honnêteté de dire qu'en tant que patriote français, avec ma position, je viens du Parti communiste, pour ceux qui le savent, je pense que la nation aujourd'hui est le meilleur moyen de défendre les acquis sociaux par rapport à la déferlante mondialiste. Et sur des tas d'aspects, Marine Le Pen était ma candidate la plus proche de mes idées, avec, on va dire, Dupont-Aignan. Mais Dupont-Aignan faisait 1% d'intention de vote. Marine Le Pen avait le moyen de chasser Sarkozy du pouvoir. Elle n'a pas réussi à le faire au premier tour, mais elle l'a fait au deuxième. Et moi, j'estimais qu'il était important que le président traître ne soit pas réélu, même si Hollande n'est pas mieux. Je voudrais que systématiquement un président qui n'a fait que trahir ses promesses et trahir l'intérêt supérieur de la France soit systématiquement chassé au deuxième essai. C'est mon truc. Après, moi, je suis binational franco-suisse pour des raisons historiques. C'est pas tout à fait pareil que binational franco-algérien. Il n'y a pas de problème de délinquance suisse en France, il n'y a pas eu de guerre de colonisation et décolonisation avec la Suisse. Et si en dernière instance, pour sauver la France, il fallait que je renonce à ma nationalité suisse, je le ferai immédiatement. Hein. Mais de dire voilà, vous êtes franco-suisse, donc vous devez être pour la double nationalité. Je suis globalement contre la double nationalité parce que je pense qu'on n'a qu'une mère. Et je pense que la double nationalité doit être une situation minoritaire. Or, il y a des doubles nationalités qui ont été institutionnalisées en France, volontairement. Je pense d'ailleurs pour créer des névroses sociales. Je pense, moi, que quand je parle avec des Algériens d'Algérie, ils sont finalement beaucoup moins hostiles à la France que les Franco-Algériens, qui ont la double nationalité, ce qui est très étrange. Et je pense, moi, que le gouvernement algérien, qui, comme vous le savez, est une junte militaire, qui se maintient au pouvoir par tous les moyens, s'est très longtemps servi de la communauté franco-algérienne de France comme d'une cinquième colonne dans un rapport d'État à État, en les sacrifiant, c'est-à-dire en faisant des névrosés sociaux, et en faisant en sorte qu'ils ne leur échappent pas, c'est-à-dire qu'ils restent le plus longtemps des gens qui officiellement ne sont ni français ni algériens. Moi, à un moment donné, la question que je me pose, c'est quel est l'intérêt bien senti des gens. Voilà. Je pense, moi, que de ce point de vue-là, d'ailleurs, si Marine Le Pen est contre la double nationalité, elle est aussi contre la double nationalité franco-israélienne. Elle le dit moins fort parce que ça coûte moins cher. Mais pourquoi ça coûte moins cher? Parce que vous n'avez aucun les moyens de la sanctionner médiatiquement. Si vous voulez que Marine Le Pen vous respecte plus que la communauté juive, eh ben que votre communauté représente quelque chose en termes de pouvoir. Si elle vous respecte moins que la communauté juive, c'est qu'elle a peur de la communauté juive qui représente 700 000 personnes, alors qu'elle n'a aucune crainte de la communauté musulmane qui représente 7 millions d'âmes. C'est-à-dire que vous ne faites peur à personne. Excusez-moi, dans un combat politique, quand on fait peur à personne, qu'est-ce qu'on fait? On pleurniche en plus et on insulte? Non, faites-vous respecter, c'est ça que j'ai dit. Pour l'instant, personne ne vous respecte, c'est une réalité. Le PS pas plus que les autres, puisqu'ils prennent 3 beurrettes comme ça, interchangeables. Et malheureusement, c'est cette réalité-là, c'est que, si je vais répondre jusqu'au bout de la question, il y a un problème aujourd'hui d'agressivité anti-française de certains franco-algériens double nationaux, c'est une réalité. Le plus gros bastion de ce qu'on appelle les IVA, ça s'appelle moi-même les IVA, c'est-à-dire les délinquants maghrébins que les Français de souche ont parfaitement identifiés, plus les médias, etc., sont souvent des doubles nationaux franco-algériens. Il faut admettre ce problème plutôt que dire j'ai la double nationalité et je t'emmerde, tu vois, parce que c'est un problème politique à gérer, voilà. Et que par ailleurs, moi, il se trouve que pour des raisons historiques, je sois franco-suisse. Je vous le dis, si il faudra que je renonce à ma double nationalité pour qu'on remette en cause la double nationalité, je l'accepterai volontiers. Mais je vous le dis, ce n'est pas pareil la double nationalité accidentelle que la double nationalité comme stratégie. Vous voyez, il y a une double nationalité stratégique franco-algérienne et il y a une double nationalité stratégique franco-israélienne. Et c'est comme, je dirais, le métissage stratégique ou le métissage accidentel. Je suis absolument pour le métissage accidentel. Ça donne Miles Davis, le jazz, des choses très belles, des histoires d'amour. Je suis contre le métissage comme projet politique de domination générale. Parce que là, c'est la destruction des cultures par leur télescopage. Il faut bien comprendre que quand on fait du métissage d'un berbère musulman et d'un français catholique, ça donne un américain en survêtement. Ça donne pas le meilleur de l'islam et le meilleur du catholicisme. Et voilà, j'ai fini sur cette question-là, à Albert de prolonger. Oui. Sur la question de la double nation. Comment? Mais si tu es là, c'est que tu n'es déjà pas le pire des connards de Ziva de banlieue, tu vois ce que je veux dire? Tu es un mec, donc, aie conscience de ton intelligence supérieure et de ton parcours de compréhension des problèmes. Voilà, c'est à la limite, tire tes camarades, puisque c'est vrai qu'à la limite, t'es l'élite de cette catégorie sociologique, tire-les vers le haut, tu vois ce que je veux dire? Dire voilà les gars, soyez plus malins dans votre communication. Joe Star,
Joe Star, d'ailleurs, qui est un antillais français, n'a pas beaucoup rendu service aux gens que les médias, l'avaient choisi pour représenter. C'est ça que je dis. Mais si toi, tu t'exprimes, effectivement, je peux dire que la question franco-algérienne n'est pas très problématique quand je te vois, toi. Malheureusement, tu es plutôt marginal pour l'instant, ou en tout cas marginal tel que le montrent les médias et les politiques dominants. Voilà, c'est ça que je dis. Mais sur la question de la double nationalité, j'aurais voulu rajouter un point important, c'est qu'il faut bien, sur cette question, comprendre que nos patrimoines culturels, nos héritages, nos filiations avec les pays d'origine, c'est quelque chose effectivement qui existe, puisque c'est quelque chose qui nous touche, c'est notre propre filiation, c'est notre propre arbre généalogique dont on parle. Et c'est pour ça que c'est une question sensible, parce que c'est très difficile de se dire, à un moment donné, il faut couper. Sauf qu'il faut comprendre, comme je le disais tout à l'heure, prendre conscience de notre situation et comprendre qu'en vérité, dans notre histoire, nos héritages culturels ne sont pas sacrés. Nos filiations ne sont pas sacrées. Nos traditions, les mœurs héritées dans l'histoire de l'exil ne sont pas sacrées. La seule chose qui est sacrée, qu'il faut conserver, c'est effectivement nos sources. Pour ceux qui se réclament d'une perspective musulmane, ce sont les sources. Le reste n'est pas sacré. Et là, il faut être cohérent avec nous-mêmes. On ne peut pas jouer constamment sur tous les tableaux. C'est-à-dire où on se dit effectivement, on assume intégralement l'idée qu'il faut préserver les cultures héritées, les filiations, les doubles nationalités, etc. Et dans ce cas-là, il faut être cohérent dans la stratégie jusqu'au bout. Il faut choisir une vraie stratégie de communautarisme assumée, un communautarisme de survie, un communautarisme de séparation, à la chinoise par exemple, et de dire, ok, ben on assume ce qu'on est. On est effectivement des Algériens, des Marocains, des Tunisiens, etc. Un peu aussi comme les Turcs le font. Et là, on est cohérent jusqu'au bout. Mais on ne peut pas dire à la fois on est français et le constater quotidiennement. C'est que ces cultures héritées, il faut regarder l'histoire des Grecs au Canada, il y a des études qui ont été faites sur le sujet, des Arabes, chrétiens, juifs et musulmans au Brésil. Toute l'histoire des communautés immigrées, c'est une histoire de dislocation et de dissolution progressive des fondamentaux de la culture. D'ailleurs, vous trouvez par exemple les Pakistanais en Angleterre, c'est comme une espèce de rupture dans le temps, une photographie instantanée. Ils ont quitté à une certaine époque leur pays d'origine, le Pakistan, et se retrouvent à Londres à essayer de ressusciter et de préserver un modèle culturel, en vérité, qui n'est même plus en lien avec le modèle d'origine. C'est-à-dire que même là-bas, ça a changé, puisque la mondialisation a fait son travail. Donc à un moment donné, il faut peser les choses et se dire, qu'est-ce qui est sacré dans notre héritage? Et ensuite, qu'est-ce qu'on transmet? Parce que ce n'est pas tant nous dont on parle. Nous sommes déjà socialisés avec nos ambivalences, nos contradictions, nos névroses, tout ce que vous voulez. Mais la question qu'il faut soulever, c'est effectivement, est-ce que ça a un intérêt encore que mon gamin qui a 11 ans ait une double nationalité, ait une double culture permanente, essaie de se rattacher à cette culture qui lui échappe tous les jours et qui s'amuse avec le temps? C'est pour ça que dans les débats, effectivement, quand le débat notamment que tu avais fait avec notre ami Abdelaziz Chambi, qui dit « Oui, mais moi, je suis double culture arabe et je suis un arabe. » Mais quand j'écoute ce discours-là et de dire comment dirais-je, je suis arabe, qu'est-ce que tu as si je peux me permettre de rebondir, finalement, le double national jeune franco-algérien, quand on regarde, il n'est ni algérien ni français finalement, il est au milieu de la Méditerranée, et cette double nationalité est objectivement un handicap pour lui, en réalité. Ça freine son intégration économico-sociale en France, et de toute façon, il n'est pas algérien, les Algériens détestent les franco-algériens, qui leur font honte, et ils sont finalement, quand ils vont au bled, ils se rendent compte qu'ils sont des Français, enfin ils sont des étrangers, et souvent même, ils disent « vous nous faites honte avec votre comportement en France ». Donc finalement, est-ce qu'une double nationalité comme ça est un avantage pour l'individu ou pas? Moi je dis que c'est un avantage uniquement pour la junte militaire algérienne. Hein, voilà. Donc est-ce que vous voulez être les soldats de la junte militaire algérienne, qui respectent beaucoup ses citoyens, comme vous avez pu le remarquer, ou est-ce que vous voulez jouer de votre destin à vous? Je dis qu'en tant que destin individuel bien compris, finalement la double nationalité franco-algérienne telle qu'elle existe aujourd'hui est plutôt un handicap qu'un avantage. Voilà. Non, mais c'est bien. Mais moi, je suis pour qu'on aille au fond. Je suis pour qu'on aille au fond des débats. Moi, rien ne me gêne. Vous avez remarqué que sur certains sujets, j'ai plus de courage qu'aucun des prêcheurs wahhabites. Voilà, j'ai osé aller sur des sujets très dangereusement
très risqués en France, qui ne sont d'ailleurs pas l'islam, hein, c'est pas, les musulmans ne m'ont jamais menacé ni attaqué, hein, ils sont toujours dialogués avec moi. D'autres ont essayé de me faire passer de vie à trépas plusieurs fois. Voilà. Donc moi je suis pour qu'on aille au fond des problèmes gênants, y compris les miens. Vous savez que je suis double national franco-suisse parce que je l'ai dit, je pourrais le cacher, vous voyez. Voilà, je veux aussi moi me poser mes propres problèmes, il n'y a pas de problème, on dit tout. Mais soyez courageux et honnêtes, c'est ça que je veux dire. La barre, c'est on discute honnêtement et courageusement, tout le monde, voilà, on ne triche pas, c'est tout. On reste dans sa cuisine. Tout dépend sur quel modèle tu t'inscris. Non, mais je sais pas, c'est une question que... C'est pour m'embêter. Oui, non, mais... elle peut faire de la politique, oui, comme toute femme peut faire de la politique. La question est de savoir est-ce que la politique a encore un sens et ça peut encore apporter quelque chose aujourd'hui, c'est tout. Mais non, mais j'ai pas d'objection particulière à ce qu'une femme musulmane... Moi, je suis pour les musulmans dans ce pays soient des Français comme des autres, c'est-à-dire qu'on les retrouve de l'extrême gauche à l'extrême droite, des républicains jusqu'aux royalistes, et qu'ils épousent intégralement, en vérité, le fonctionnement politique de ce pays. Il n'y a aucun problème là-dessus. Et qu'ils soient d'ailleurs hommes ou femmes. Moi, j'aimerais bien avoir une musulmane en foulard monarchiste, une autre révolutionnaire d'extrême gauche qui devra essayer de justifier un peu comment elle pourrait cautionner le mariage homosexuel, ça serait intéressant. Et des musulmanes, je sais pas moi, fais ce que tu veux, il n'y a aucun problème là-dessus. Tu commences ? Non, vas-y, je te laisse. C'est simple. Ma position, c'est toujours la lutte contre l'empire mondialiste et la défense des entités de résistance au mondialisme. La Yougoslavie, qui était une fédération qui fonctionnait à peu près depuis 1945, avec des chrétiens, des orthodoxes et des musulmans, a été disloquée au tournant des années 90. C'était une volonté de mise au pas et de destruction de l'empire. Il faut lire l'excellent travail de Michel Collomb là-dessus. Et il se trouve que la communauté historiquement la plus puissante et la plus résistante, bien que Tito n'était pas serbe, c'était la communauté serbe. Donc il y a eu destruction non seulement de la Yougoslavie, mais aussi diabolisation de la communauté serbe. Et pour ça, Bernard-Henri Lévy, qui est votre meilleure source, vous a dit que les Serbes étaient des gens qui mangeaient des enfants, qui violaient des femmes, etc., etc. En réalité, on a organisé, comme on essaie de le faire en France, ça s'appelle la balkanisation d'une certaine manière, on a organisé une guerre civile interethnique et interreligieuse en Yougoslavie, qui a abouti d'ailleurs à la destruction à la fois des Croates, des Serbes et des Bosniaques, etc. C'est-à-dire que c'est des entités toutes petites, entièrement soumises. Vous n'entendez plus parler les identitaires croates, vous ne les voyez plus, hein, ils ont disparu. Et donc pour ça, on a diabolisé les Serbes. Donc les Serbes sont rentrés dans une guerre civile avec les Croates, les Bosniaques, les Slovènes, etc. Et les guerres civiles sont toujours sales, surtout quand c'est sur des petits périmètres, avec des communautés interpénétrées. Hein. Donc il y a eu des viols, des massacres dans tous les sens. Les Serbes n'ont pas plus violé et massacré que les autres. C'est Bernard-Henri Lévy qui vous le dit. Donc j'ai défendu les Serbes car c'est eux qui s'opposaient à la destruction de la Yougoslavie par l'empire mondialiste qui, après, comment dirais-je, dont les représentants de cette destruction de la Yougoslavie au niveau de la propagande ont été Bernard-Henri Lévy, il faut vous en rappeler, qui a fait d'ailleurs un film qui s'appelait Bosnia, et après qui a mené à ce que le Gauleiter de cette région dévastée ait été Bernard Kouchner. Donc à un moment donné, moi je vous invite à être un peu intelligent, c'est-à-dire que quand c'est Bernard Kouchner et Bernard-Henri Lévy qui vous dit que votre ennemi c'est les Serbes, déjà commencez à vous poser la question par vous-même, vous voyez ? Parce que finalement c'est aussi Bernard-Henri Lévy qui vous a dit que le bon musulman devait détruire la Libye, vous voyez ? Voilà. Donc je n'ai pas défendu les Serbes parce qu'ils avaient violé et massacré des musulmans, j'ai défendu les Serbes car c'est la communauté historiquement structurée qui s'est opposée le plus violemment
à la balkanisation et à la destruction de la Yougoslavie par l'importation par l'Empire et par ses agents clairement identifiés d'une guerre civile interethnique et interreligieuse qui est, je le répète, la répétition de ce qu'on va essayer de faire en France demain. Voilà. Donc c'est demain, c'est comme vous disiez, oui, les Français de souche violent et massacrent des femmes et des enfants musulmans. Moi je dirais, bah non, j'ai les infos contraires, les IVA de banlieue n'arrêtent pas d'égorger des Français de souche. Ça sera vrai malheureusement dans les deux sens, ça s'appelle une guerre civile. Dans une guerre civile, tout le monde tue tout le monde, et c'est pour ça que je veux y échapper. Voilà. Et c'est pour ça donc que j'étais pour ceux qui essayaient d'échapper à la guerre civile qui a détruit la Yougoslavie et qui a été, je le dis, importée de l'extérieur en s'appuyant sur la mafia albanaise, de l'argent saoudien. Je suis allé moi sur place, sans doute pas vous, et j'ai pu le vérifier tout ça, les agents anglais, la CAFOR, le rôle de l'argent saoudien, les mosquées wahhabites blanches dans lesquelles ne vont pas les musulmans qui sont des musulmans de culture turque bosniaque ou kosovare, la mafia albanaise, les trafics d'organes couverts, etc. On a vérifié tout ça depuis. C'est-à-dire un chaos absolu dont tous les petits peuples sont les victimes, qu'ils soient bosniaques, croates, musulmans ou serbes. Car il faut bien savoir que dans ces guerres civiles dégueulasses, ceux qui payent le prix sont toujours les petites gens, quels qu'ils soient. Hein. Parce qu'un coup, il y a une razzia et on tue 50 personnes, le lendemain, il y a la vengeance et on tue 50 personnes de l'autre côté. C'est ça qui s'est passé. Et il y a ceux qui sont en dessus, c'est toujours les mêmes, hein, Bernard-Henri Lévy, le Nouvel Ordre Mondial, machin, qui tirent les ficelles, arment les gens et font le commentaire. Et je dis, échappons à ces manipulateurs et affinons notre culture et notre connaissance. C'est pour ça qu'on a fait le site Égalité et Réconciliation. C'est pour amener souvent d'autres informations sur la Libye, sur la Syrie, pour pouvoir au moins croiser les sources. Et déjà, la première chose à faire, c'est d'échapper au discours dominant. Quand TF1, France 2, Bernard-Henri Lévy, Kouchner, le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, vous dit c'est ça qui se passe en France, dans les banlieues, en Afghanistan, en Libye, aux États-Unis ou en Grèce ou où que ce soit, déjà, ce n'est probablement pas la vérité. Voilà. Donc, ne fonctionnez pas sur des informations. Vous ne pouvez pas être un rebelle et un résistant si vous travaillez sur un matériel que vous ne critiquez pas. Voilà ça que je veux dire. Si vous gobez le matériel de base, quoi que vous fassiez, vous, de toute façon, vous serez un collabo, vous serez ce qu'on appelle un idiot utile. Voilà. C'est ma réponse. Maintenant, c'est la deuxième question. Merci. Donc, pour répondre à la question sur la présence musulmane en Europe comme erreur de l'histoire, ce que j'entends par là, c'est que, pour ceux qui se plongent dans l'histoire musulmane, on comprend que le message prophétique donc, qui arrive au départ chez les Arabes bédouins du désert avait vocation universelle. Premier élément, il avait aussi une vocation globale, c'est-à-dire d'apporter à la fois une spiritualité, une transcendance, un lien avec le ciel et un système d'organisation, un système de représentation du monde de valeurs et une loi. De là, historiquement, ce qui a découlé, c'est la création d'une société organisée avec une administration, un État, ce qu'on appelle le modèle califal, qui est, dans la tradition musulmane, le modèle califal originel, celui des 4 premiers califes, qui est, pour nous, un modèle de gouvernance, etc. Historiquement, on ne va pas rentrer dans les détails, mais cet État musulman s'est étendu extrêmement rapidement, et il est porteur de ce qu'on appelle une civilisation syncrétique, c'est-à-dire que le message, parce qu'il porte une universalité, le message de l'islam, lorsqu'il arrive dans une société et qu'il l'accepte, cette société, on prend le cas par exemple des Perses, les Perses n'avaient aucun intérêt historiquement à suivre les Bédouins d'Arabie qu'ils méprisaient. Les Bédouins arrivent, les Arabes du désert arrivent, ils n'ont jamais construit plus de 2 étages, c'était les nomades du désert, mais le système de représentation qu'ils ont apporté a très rapidement été assimilé par la civilisation perse, qui est restée perse dans son identité profonde, dans sa culture, dans ses habitudes, dans ses mœurs, dans sa constitution mentale, comme dit Gustave Le Bon. Donc je vous renvoie à lui d'ailleurs, à la fois pour comprendre ce que c'est que ce qu'il a appelé lui la civilisation des Arabes, et aussi le passage qu'il consacre aux Perses. Et donc ce modèle, si vous voulez, de gouvernance et de structure sociale et politique qu'on appelle le califat, s'est étendu à un certain moment de l'histoire. Puis, il est passé par une phase de décomposition et de décadence qui a ensuite amené la soumission des pays musulmans ou des peuples musulmans aux autorités ou à une puissance étrangère, ce qui est d'ailleurs pas logique, même au-delà de l'islam. C'est pas logique d'être dominé par nos voisins. Et donc, quand on dit que c'est une erreur de l'histoire, c'est que les musulmans, effectivement, ont vocation à vivre pleinement leur religion dans sa globalité dans une société musulmane constituée. Or, aujourd'hui, ces sociétés musulmanes n'existent pas. Donc, tous les partisans de ceux qui disent on vit mal en France, on ne peut pas bien pratiquer notre religion, etc. Je les invite, effectivement. On peut d'ailleurs aller dans le berceau de l'islam.
Aujourd'hui, si vous allez en Arabie, j'aimerais bien voir ceux qui parlent de discrimination en France. Ils allaient faire un tour en Arabie. En Arabie, si tu débarques avec 1 million d'euros, tu veux monter une société, tu dois aller voir un arien, saoudien. C'est la race supérieure, c'est-à-dire que tu ne peux rien faire sans avoir un saoudien qui signe à ta place et qui te représente, et qui prend, bien sûr, qui empoche la moitié des bénéfices. C'est la race supérieure. Il est musulman comme toi, tu peux débarquer, mon frère, la mosquée, oui, mais à la fin, quand il s'agit d'administratif, de papier, de carte de résidence, d'avantages sociaux, de business, il prend tout et tu n'existes pas juridiquement. Donc, quand je dis que c'est une erreur de l'histoire, c'est que normalement, effectivement, l'idéal islamique, si tant est qu'on peut l'atteindre, c'est effectivement des musulmans chez eux, majoritaires dans leur culture d'origine, donc pour les émigrés berbères qui sont en France aujourd'hui, dans leur milieu berbère originel, et dans le cadre d'une société gouvernée par les principes de l'islam. Ça, c'est normalement la règle historique et la règle primaire. Seulement, l'histoire et la décadence du monde musulman a fait que un certain nombre de peuples musulmans se sont retrouvés dominés, ce qui est aussi un accident de l'histoire et une anormalité, et d'autres se sont retrouvés dans la situation de l'immigration, de l'exil, et se sont retrouvés comme minorité, ce qui est notre cas aujourd'hui, dans un espace culturel qui n'est pas celui de leurs pères, de nos pères, et dans un espace religieux qui n'est pas le nôtre. Et donc, c'est dans ce sens que je dis que c'est un accident d'histoire et c'est une anomalie. Mais ça ne veut pas dire que c'est un obstacle à épouser à la fois la culture et ce qu'on appelle donc l'inculturation du fait religieux. Donc, c'est-à-dire que les fondamentaux de la théologie s'adaptent tant que le pays d'accueil ne réduit pas. Oui. Je vais faire une remarque immédiatement. C'est la même chose qu'un catholique. Un catholique intègre, on appelle intégriste, qui vit en République en France. Normalement, un catholique intègre doit être, je le dis, monarchiste, et pour une monarchie théocratique, c'est-à-dire pour le retour du roi de France. Eh bien, ça veut dire qu'à un moment donné, le catholique français intègre a le même problème que le musulman français. Il vit en réalité dans une république maçonnique, qui, comme je l'ai dit, est une religion qui ne dit pas son nom, et c'est sans doute la religion la plus intégriste de toutes. Il suffit d'entendre Payon ou Mélenchon aboyer pour le comprendre. Finalement, le catholique a l'habitude de la défaite et le musulman a l'habitude de la défaite, je veux dire la défaite politique qui amène la défaite théologique, puisque finalement, le catholicisme de Vatican II est aussi une religion qui dominait le monde, ou un monde abandonné, qui a admis, après la Deuxième Guerre mondiale, qu'il fallait qu'elle transige avec les dominants judéo-chrétiens, et qu'elle en rabatte un peu pour ne pas crever. Donc finalement, le catholique et le musulman doivent très bien comprendre ce que c'est que de ne pas pouvoir vivre leur foi pleinement, parce qu'un catholique qui veut vivre sa foi pleinement ne peut pas vivre en république laïque et maçonnique. Et un musulman non plus. Mais malheureusement, la vie étant ce qu'elle est, et comme on ne peut pas faire le baluchon, parce qu'on ne sait pas trop où aller, que ce soit le musulman ou le catholique intègre, ils disent on est en France, dans un système de domination qui est contraire à nos valeurs politico-théologiques, puisque les vraies religions sont une politique et une théologie, sinon c'est une religion morte. Quand ça ne gère plus que les âmes et que ça abandonne le politique, c'est que c'est fini. Normalement, la religion catholique traditionnelle est une religion d'État, ça veut dire ce que ça veut dire, et c'est un système politico-spirituel. Ça s'appelle l'Ancien Régime. Voilà. Donc nous savons très bien de quoi Albert Ali parle. C'est que nous catholiques, si je décidais de redevenir catholique, ce que je suis au départ, mais que j'allais jusqu'au bout de ma logique, ce qui amène à la lecture de Maurras. Le nationalisme intégral passe nécessairement par la monarchie et le catholicisme. Voilà. Il faut lire Maurras pour comprendre. Je comprends très bien ce que veut dire Albert Ali, et on peut se comprendre entre catholiques et musulmans. Nous sommes dans une terre où il y a une religion d'État dominante qui s'appelle la franc-maçonnerie républicaine, et nous sommes donc des parents pauvres et qui sommes contestés dans nos fondamentaux, mais nous sommes aussi des citoyens, nous sommes ici. Et nous ne sommes pas non plus persécutés comme du temps des guerres de religion où il n'y a pas de Saint-Barthélemy. Mais donc effectivement, nous ne pouvons pratiquer notre foi que relativement, c'est-à-dire réduite à la sphère, on va dire, spirituelle et interdite de politique, parce que la politique est sous domination d'une religion d'État qui s'appelle la République de Mélenchon. Et ce qui me fait marrer, moi d'ailleurs, c'est que l'immense majorité des musulmans de France ont voté pour le Parti socialiste, c'est-à-dire pour le représentant en chef de cette religion anti-islamique et anti-catholique, qui d'ailleurs affiche son anticatholicisme de manière virulente et n'ose pas le faire avec les musulmans parce que c'est leur électorat. Ce qui prouve qu'ils prennent pour des imbéciles. Parce qu'en réalité, leur anti-religiosité rabique, qui est exprimée par Payon, Mélenchon et toute la franc-maçonnerie socialiste, montre systématiquement, encore aujourd'hui, le catholique qui est le vaincu d'hier,
son ennemi autochtone dans une guerre civile, c'est aussi une forme de guerre civile, et n'ose pas trop montrer le musulman. Mais c'est la même haine pour les mêmes raisons. Voilà. Eh ben, Albert Ali et moi sommes un catholique et un musulman vivant dans un pays qui est le nôtre, mais dont la religion d'État nous est profondément hostile. Eh ben, on fait comme on peut pour vivre selon nos valeurs, malgré tout. Et effectivement, on reste là. On ne part pas et on ne subit pas non plus, je dirais, la Saint-Barthélemy. Voilà. Eh ben, c'est la situation objective du musulman et du catholique. Voilà. Voilà pour l'erreur, pour l'anomalie historique, et sur le concept effectivement de français, de culture musulmane, je l'ai mis entre guillemets parce qu'effectivement il n'y a pas de culture musulmane en soi en vérité, et simplement même pour des populations migrées venues de la sphère musulmane qui sont restées peu pratiquantes et qui ont même abandonné leur religiosité, voire complètement même abandonné leurs croyances et sont devenus athées ou autres, il reste toujours des marqueurs identitaires en lien, même si on ne le sait pas, avec l'islam. Et très souvent d'ailleurs, vous voyez que plus on est éloigné de la pratique pure, du dogme, etc., plus on sacralise des aspects périphériques ou moins importants. Si vous prenez par exemple le cas de la fête de l'Aïd, elle est pratiquée par une grande majorité de musulmans issus d'immigration, peut-être même par des musulmans de culture, et parfois ce sont des gens qui ne pratiquent pas, qui vont par exemple à la mosquée ou qui jeûnent juste le mois du Ramadan, voire même pas du tout. Mais plus on est éloigné effectivement des fondamentaux du culte et du dogme, et plus on s'attache à des éléments de périphérie. Donc dans ce sens-là, il existe effectivement des Français de culture musulmane, et qui sont aussi des Français qui ont un lien avec cette histoire, et qui peut-être dans 3, 4, 5, 10 générations seront intégralement assimilés, ne feront aucune référence à l'islam, et seront peut-être athées, catholiques, peu importe. Mais c'est dans ce sens-là que j'attends. Je ne dis pas que c'est un concept qui est valide en soi. Ça me regarde. J'allais dire, ça fait plaisir de revoir des vieux visages d'il y a 10 ans ou 15 ans, mais je suis désolé, je ne te connais pas. Je ne sais pas qui tu es. Comment non, mais si vous voulez, le sujet qui est abordé, effectivement, ça revient aussi à l'histoire de la double nationalité. On ne peut pas se permettre demain de critiquer le double national franco-israélien qui va passer son service militaire dans le checkpoint, comment il s'appelle, notre ami Arnaud Klarsfeld. Notre ami Klarsfeld, donc qui va contrôler du palestinien, etc., avec l'uniforme, et dire oui, c'est ignoble, c'est injuste, et finalement conserver aussi cette même double nationalité, et pouvoir se retrouver peut-être demain dans la même situation. Là, c'est pareil, sur la question de l'histoire, quand je dis effectivement c'est important, c'est d'abord pour des raisons pratiques, parce que réviser l'histoire, c'est essentiel, c'est de toute façon le travail des historiens en continu, et dans notre situation aujourd'hui de trouble et de tension dans laquelle nous sommes, nous avons besoin de cette démarche de révision et de sélection, parce que c'est une écriture d'histoire sélective, pour en faire des éléments fédérateurs. Maintenant, quant à l'histoire officielle, celle effectivement des manuels scolaires et de, comme dirait notre ami Dieudo, de Fernand Nathan, comme disait, voilà, qui me cassait les pieds. C'est d'abord, ça pose la question effectivement de l'écriture de l'histoire officielle post-Seconde Guerre mondiale, puisque vous savez que sur ce sujet-là, on n'a pas le droit de dire grand-chose finalement, ce qui est d'ailleurs grave d'un point de vue historique. Et c'est étonnant parce que même ceux qui sont issus des lobbies, des réseaux qui ont imposé cette loi, aujourd'hui commencent à dire qu'il faudrait réviser la loi Guesso, etc., les Lévis et autres. Bon, effectivement, en tant que musulmans, en tant que Français musulmans, on se doit de travailler à faire sauter ces verrous-là et dire il y a des lois mémorielles qui sont... le législateur n'a pas à légiférer sur l'histoire ni à la fixer, parce qu'elle est mouvante, l'histoire est historique, elle évolue au fur et à mesure des recherches. Mais tu soulèves une question en vérité beaucoup plus profonde que celle-là, puisque tu es enseignant, c'est la question de l'enseignement de l'histoire à l'école et de l'enseignement tout court. Parce que nos programmes scolaires aujourd'hui sont totalement sous emprise. Il faut relire Bernardin, Machiavel pédagogue, il a écrit en 95, donc c'est déjà il y a 16 ans. Et il y a 16 ans, il disait déjà comment les programmes mondialistes travaillent au sein de l'Europe de l'Ouest à refondre l'intégralité des programmes pour imposer effectivement une certaine lecture de l'histoire et une visée conforme au projet mondialiste. Et c'est là où on revient à ce qu'on disait tout à l'heure.
Quels sont nos combats? Travailler sur ce combat-là, par exemple, c'est 100 fois plus important que qu'on continue à dire il faut faire du testing à l'entrée des boîtes de nuit. Sur des questions fondamentales comme celle-là, où sont les musulmans? Sur la question, par exemple, de la protection des valeurs essentielles comme celle, par exemple, du Christ, où on voit des gauchistes athées, laïcards, bombarder le visage du Christ d'excréments, où sont les musulmans, alors que c'est notre prophète? Donc c'est des combats comme cela, la question des programmes, la question des lois mémorielles, la religion choatique. La religion choatique, elle ne nous concerne pas. Nous, on n'est pas concernés par cette histoire. On n'a pas participé à fabriquer du Zyklon-B, on ne sait pas ce que c'est. Nos pères à cette époque, ils étaient plutôt en train d'éviter les bombardements dans les Aurès, où ils étaient Fellar dans la Métidja. Et cette histoire, en vérité, non seulement elle ne nous concerne pas, mais on ne doit pas avoir de scrupules ni de peur à se dire mais moi j'en suis encore à la souffrance des Amérindiens. J'ai pas le temps encore de pleurer sur cette période de l'histoire, j'en suis à 500 ans en arrière, où à l'époque déjà, et là il faut fouiller effectivement qui est derrière encore une fois, il y a 500 ans déjà, les Amérindiens ont été exterminés, les Indiens ont été exterminés, il n'y a personne pour pleurer pour eux. Moi j'aimerais même parler plutôt de cette phase-là de l'histoire aux enfants que de parler de l'histoire contemporaine. Pour répondre à la question de manière plus pratique, je pense que la question se pose d'un enseignant qui a une distance par rapport à la propagande historique officielle. La douleur que ça doit être d'être fonctionnaire, d'être obligé d'appliquer les programmes en risquant de perdre son boulot. Ce qui veut bien dire que la question, elle est là. C'est quand j'entends, moi, une jeune maghrébine me dire c'est quand même le PS qui nous donne le plus de postes. Eh bien, à ce moment-là, faut être une maghrébine franc-maçonne. Parce que là, c'est pas douloureux. Mais si on est un maghrébin français musulman, de force, de faire bouffer aux enfants des écoles le charabia et le mensonge maçonnico-impérialiste, ça doit être très douloureux. Et si vous ne le faites pas, l'inspection d'académie, etc., vous perdez votre travail. Ce qui veut dire qu'on est toujours dans la soumission et dans l'indigénat, en réalité, quand on accepte ce genre de cursus. Et malheureusement, je n'ai pas beaucoup la solution. Mais quand je parle de rétablir un rapport de force en France, on sait très bien que ce qui influe, la ligne directrice de l'histoire de France officielle, c'est pas l'apologie de la France éternelle, hein, vous le savez aussi. C'est la diabolisation de la France, colonisatrice, collabo, etc., etc. Et finalement, quand je parle de rééquilibrage communautaire, si réellement il y avait des communautés suffisamment puissantes en France pour faire contrepoids, elles pourraient faire contrepoids à l'intérieur de l'institution sur justement que les programmes scolaires ne servent pas qu'un seul maître. Or, on est face à ce déséquilibre total qui fait que même un fonctionnaire de l'éducation nationale qui se dit « je suis un musulman prof d'histoire, donc j'ai atteint un certain niveau », en fait, c'est pas vrai. Parce que si jamais il pète de travers sur le programme officiel, il se fait sortir de l'éducation nationale. Et ça doit être une douleur terrible parce qu'il n'a pas les moyens économiques de faire autre chose. Finalement, il se dit « je tiens ce poste, c'est mieux que si c'est un mec de la LCR qui le tient ». Et en même temps, il est obligé de faire de la propagande minuscule, ce qui doit être terriblement douloureux. Moi, j'ai renoncé à tout ça. Hein. Je suis passé de l'opposition à la résistance. Je suis dans la position de la dissidence soviétique. Tout le monde ne peut pas le faire. J'ai pris des risques et tout le monde ne peut pas le faire. Mais en réalité, vous êtes l'incarnation de la fragilité d'une communauté, de ce qu'elle représente. Mais les cathotrades, exactement, qui veulent faire des écoles et qui sont obligés d'accepter pour des raisons d'argent ce qu'on appelle le contrat d'association et ce qu'on appelle finalement ce qu'on appelle les écoles sous contrat, elles sont obligées aussi de faire du laïcarisme intégriste, pas de la même façon, parce que sinon elles ne peuvent pas fonctionner. Et c'est toujours pareil, voilà. Et c'est à un moment donné, est-ce qu'on peut échapper à ça? Comment? Et tout ça est un long combat, je dirais, en dernière instance politique, qui passe par un rééquilibrage et un respect de vision du monde, et donc de vision historique. Voilà. Malheureusement, dans ce combat-là, on a un certain nombre de collabos dans votre propre camp, hein, qui vous disent, parce que chaque fois qu'on diabolise la France, le peuple français, la colonisation, la collaboration sur les critères de l'antiracisme et de l'antifascisme, on se tire une balle dans le pied aussi en tant que musulman, en réalité. Hein. Et c'est tout ça la complexité. Mais moi, j'entends votre question, c'est comment pourrais-je faire de l'histoire honnête telle que je l'ai comprise sans perdre mon travail? Et bien pour l'instant, malheureusement, la réponse c'est qu'il n'y a pas de solution, et ça prouve bien que vous êtes dans une situation d'extrême fragilité, bien que fonctionnaire d'État. Et c'est un constat. Voilà. Et dernière remarque, il y a l'école de Toulouse où il y a eu 4 morts récemment.
je vous garantis que personne ne va leur demander ce qu'ils enseignent à leurs élèves. Hein. Et je vous garantis que ce ne sont pas du tout les valeurs républicaines. Hein. Je le sais parce que j'ai un membre de mon association qui est pion dans une de ces écoles. Il dit mais c'est inouï que ces gens-là touchent de l'argent de la République française pour véhiculer un message pédagogique qui est le contraire absolu permanent même des droits de l'homme. Je veux dire, voilà, des droits de l'homme, de l'universalisme républicain, etc. Or, personne n'oserait jamais critiquer le fait que ces écoles ont le statut effectivement aussi et qu'elles touchent de l'argent de l'État, etc. Voilà. Et là, on peut se poser la question. Voilà. Et si jamais des musulmans voulaient faire la même chose, il y aurait un déferlement contre eux des médias, etc., en disant ce sont des écoles coraniques qui poussent au djihad, etc. Or, voilà, donc ça prouve bien que tout est une question de rapport de force communautaire en réalité, et que la voie courte qui est dit « je suis gentil avec le Parti Socialiste, il nous donne des postes », c'est quand même de l'indigénat. C'est-à-dire qu'effectivement, vous avez le salaire, mais il y a la soumission qui va avec, et qu'il faut que vous choisissiez. Il n'y a pas le salaire et l'autonomie, voilà. Alors qu'il y en a qui ont le salaire et le gros salaire, parce qu'en général, il y a les grosses subventions, et l'autonomie totale. Et bien, ça nous prouve bien qu'il y a, dans la République, qui est un espèce d'habillage pour les enfants, un rapport de force communautaire, et que c'est celui-là qui détermine en dernière instance l'histoire qu'on peut ou ne peut pas enseigner. Et voilà, et ça nous oblige à nous poser la question de savoir qu'est-ce que c'est qu'une action politique à long terme. Voilà. Et une fois de plus, je vous le dis, les cathotrades sont dans la même situation que vous. Hein. Voilà. Et ils sont français de souche depuis le baptême de Saint-Louis, de Clovis, depuis 1500 ans. Si 480, ouais. Voilà. Je crois que vous nous dites, nous, qui est le discours de Marine Le Pen, je veux dire officiel, qui est un discours effectivement assez généraliste et politiquement, on va dire, assez efficace, mais assez ramasse-tout. C'est-à-dire que finalement, la laïcité, c'est le vivre ensemble et c'est le respect de toutes les religions, confinées dans leur sphère privée, etc., etc. Sur le papier, c'est vrai, moi je suis d'accord, mais en réalité, la façon dont ça se passe sur le terrain réel de la politique réelle, la République laïque n'existe pas, c'est un mensonge. C'est ça qui... J'aimerais bien qu'elle existe, et je vous dis, elle ne pourra exister que par un rééquilibrage communautaire. C'est-à-dire qu'en réalité, ça part du bas pour remonter vers le haut. Pour que, effectivement, la laïcité soit respectée en France, il ne faut pas que la laïcité soit le masque de la synagogue. Or, ce n'est pas moi qui le dis, c'est Bernard-Henri Lévy. Hein. Il dit ces synagogues qui sont le symbole de la République. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a une domination communautaire qui est très forte, ce qui se vérifie par le dîner du CRIF, et qui est tout sauf laïque. Hein. Il suffit je mets sur mon site régulièrement des prêches de Adler, etc., qui fait qu'en réalité, ce qu'on appelle la laïcité, c'est la soumission à une double religion qui ne dit pas son nom, on va dire la religion maçonnico-sioniste, de gens qui sont plutôt de culture catholique et aussi de culture musulmane, en les humiliant, et que forcément le résultat n'est pas très efficace. Voilà. Et moi je crois que je suis pour effectivement que le consensus républicain, exactement comme je vous signale que ce dont vous rêvez existe notamment dans des tas de pays arabes. En Syrie, il y a un consensus global qui s'appelle le bassisme, qui officiellement est un régime laïque, tenu par une minorité alaouite, mais qui en réalité, comme dans ce monde complexe et compliqué qu'est le monde arabe, est un équilibre de communautés chrétiennes, chiites, sunnites, etc., dans le but de ne pas sombrer dans la guerre civile. Ce qui veut dire qu'en réalité, dans certains pays justement arabo-musulmans, ça existait en Irak du temps de Saddam Hussein, il y a des pouvoirs qui réellement sont des consensus d'équilibre communautaire, mais parce qu'on admet dans ces pays-là qu'il y a des communautés et que la paix civile et sociale dans un État complexe ne peut résulter effectivement que d'un consensus de communauté. En France, dans la Constitution française, les communautés n'existent pas, il faut le savoir. Rien ne doit exister entre le citoyen et la nation, c'est le préambule de la Constitution française. En réalité, le citoyen individu n'est rien, et la nation est une pure abstraction. Et tout, en fait, n'existe que par ce qu'on appelle les nouveaux corps intermédiaires, qui sont les réseaux. Et ces réseaux sont d'ailleurs occultes. C'est pour ça que la franc-maçonnerie, qui est toute puissante dans la République française, est toujours niée quand on en parle, parce que c'est contraire à la Constitution, puisque c'est quelque chose d'antidémocratique, d'initiatique et de, comment dirais-je, d'ésotérique. Donc c'est antidémocratique et anti-républicain. Ce qui veut dire que la République
Historiquement, la République laïque est un mensonge intégral. C'est ça le problème. Donc il faudrait que ça devienne une vérité pour que je vous donne raison. Et le problème, c'est que, comme je l'ai dit, dans la situation telle qu'elle est, pour que la société française soit réellement une société qui met la laïcité au-dessus des luttes communautaires, ethnico-confessionnelles, il faudrait que ça passe par une charte de réconciliation, on va dire, des communautés, qui disent, effectivement, nous mettons la République française au-dessus de toutes nos communautés pour éviter les tensions. Or, aujourd'hui, c'est pas comme ça. La République française est sous contrôle d'une puissance double clairement identifiée, hein, qu'on peut appeler maçonnico-sioniste, et qui en fait dicte sa loi à travers un mensonge laïco-républicain aux autres communautés, en les menaçant, en les humiliant et en cooptant certains, ce qu'on appelle collabeurs. Je ne vais pas parler de Boutin, on a les mêmes. Hein. Madame Boutin représente les catholiques de France, vachement. Voilà. Et finalement, voilà. Et ben, donc. Si ceci n'était pas un mensonge, je serais d'accord avec vous. Mais pour que ça puisse fonctionner, il faudrait d'abord que ça cesse d'être un mensonge. Et aujourd'hui, le genre de débat qu'on a, c'est de faire un audit honnête de ce qu'est la République laïque officielle. La République laïque officielle est globalement un mensonge qui cache des dominations de réseau et des soumissions et d'autres soumissions. Et je le dis aujourd'hui pour que, finalement, que la République laïque française tienne les promesses qu'elle nous avait faites. Étant donné que ça ne peut pas se faire par une intercession divine, il faut que ça se fasse par un rééquilibrage communautaire. C'est-à-dire qu'il faut que les communautés se fassent respecter. Or aujourd'hui, nous avons une communauté hyper minoritaire qui dicte sa loi à des communautés très importantes, voilà, qui sont la communauté chrétienne de Sousse, la communauté musulmane. Et aujourd'hui, la communauté musulmane est instrumentalisée dans une stratégie de perturbation. Voilà. Et moi, je fais cette analyse. Qui est, je le dis, risquée, ça s'appelle mettre les mains dans le cambouis, et honnête. Et elle ne s'oppose pas, cette analyse, au discours général de Marine Le Pen qui dirait il faut absolument que la laïcité soit au-dessus pour qu'on n'ait pas ces bagarres de prières de rue, etc. Je pense d'ailleurs que Albert Ali va nous le confirmer. Un musulman français intelligent et authentique n'est pas pour les prières de rue. Les prières de rue sont interdites dans les pays du Maghreb, dans les pays arabes. On sait très bien que c'est stratégiquement très maladroit, les prières de rue. Voilà. C'est pas le meilleur profil qu'on montre. Donc voilà, j'aimerais bien que nous arrivions enfin que la République française laïque soit la République française laïque telle qu'on nous l'a promis. Pour ça, il y a un rééquilibrage des rapports de force communautaires à faire. Ça ne se fera donc pas par le haut, mais par le bas. C'est pour ça que nous parlons aujourd'hui. Et de dire vive la laïcité, la République est dessous de nous tous et tout va bien, on rentre tous chez nous, c'est un vœu pieux, mais ça ne changera rien. C'est nier des problèmes qui s'imposent à nous. Si nous parlons aujourd'hui de la question musulmane en France, c'est qu'elle est au cœur du débat politique, au cœur de la problématique, et je ne peux pas juste la nier par de la rhétorique. C'est comme dire, il n'y a pas d'aveugles en France, il n'y a que des non-voyants, il n'y a pas de nains, il n'y a que des gens de petite taille. C'est toujours pareil, hein, c'est la même chose. Alors que Marine Le Pen dise, ça c'est une déclaration qui est très bien, mais derrière, le travail est à faire. Et le travail, ça consiste aussi, ce que Marine fait d'ailleurs, soyez-en conscients, de rencontrer les élites franc-maçonnes, via d'ailleurs Monsieur Maître Collard, de rencontrer les élites musulmanes, si tant est qu'elles seraient des représentants légitimes. Ça se fait un peu en ce moment par Fils de France, parce que c'est pas, malheureusement, les élites musulmanes de France ne sont même pas les élites musulmanes de France, car la communauté musulmane, en tant que communauté dominée, ce qui est un marqueur, ne choisit pas ses représentants. Et la démonstration politique d'une communauté non autonome, c'est que ce n'est pas elle qui désigne ses représentants. Vous voyez, les représentants sont choisis par l'autre communauté. Alors vous savez très bien aujourd'hui que le CFCM, etc., sont choisis par le CRIF. Si vous ne le savez pas, je vous l'apprends. Hein, voilà. Donc pour qu'il y ait un débat intercommunautaire avec au-dessus la République française, il faudrait déjà que celui qui parle des musulmans ne soit pas un avatar du CRIF. Vous voyez, que celui qui parle des catholiques ne soit pas aussi un avatar du CRIF comme Madame Boutin ou Monsieur Van Est, alors que là, aujourd'hui, nous n'avons que des représentants du CRIF, avec un qui est déguisé en musulman et qui est déguisé en catholique, etc., etc. Et ça, c'est la réalité que j'ai le courage de dénoncer. Voilà. Et je pense que là-dessus, il y aura... ça sera admis par tous les musulmans ici honnêtes. Vous êtes une communauté de 7 millions d'âmes en France, vous n'avez jamais choisi une seule fois vos représentants. Les gens qui parlent en votre nom, vous ne les avez pas choisis, ils vous trahissent et vous les déshonorent systématiquement, et on sait très bien que c'est au mieux la République qui les choisit pour vous. Vous voyez ? Et c'est un problème. C'est un problème parce qu'en général, ils sont là pour vous déshonorer et pour jouer contre vos intérêts bien sentis. Voilà. Et je dirais la même chose aujourd'hui, quand le cardinal ou l'évêque de Paris condamne les catholiques qui sont allés s'agenouiller pour interrompre la pièce
technique, je sais pas quoi, qui était une pièce de théâtre payée avec l'argent public en partie, eh ben, le Golgotha Picnic, où on jette des excréments sur le visage du Christ, etc., le prélat officiel de la religion catholique pour le diocèse de Paris a condamné les catholiques qui sont allés s'agenouiller pour dire qu'ils s'opposaient à ce blasphème. Eh ben, je sais que ce type-là ne représente pas les catholiques. Lui aussi a été choisi par la franc-maçonnerie dominante, on le sait très bien, depuis Vatican II. Vatican II est un ralliement à la fraternité universelle maçonnique et une soumission, effectivement, de la religion catholique à la religion mondialiste pour ne pas disparaître. C'est-à-dire qu'on a sauvé les ors du Vatican, mais on a renoncé au Christ. Voilà, en gros, voilà, c'est ma position. Donc, votre question était compliquée. C'est, oui, j'aimerais que la France soit un pays, une république laïque, qui maintient en harmonie et en paix une relation de force communautaire, car c'est la réalité de toutes les sociétés du monde, et de la société française aussi. Mais pour ça, il faut pratiquer un rééquilibrage communautaire par le bas, qui vient de la base, et ce rééquilibrage communautaire passe par que déjà les représentants des communautés dans les débats républicains soient choisis par les communautés qu'ils sont censés représenter, c'est-à-dire qu'ils soient mandatés par leur propre communauté, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, que ce soit pour les catholiques, pour les musulmans, et d'ailleurs même, on sait très bien que Nicolas Sarkozy, président, donc représentant de la communauté française, était objectivement un agent américain et un agent israélien. C'est clair et net par ses combats et ses décisions. Et ça, voilà, donc nous ne sommes pas représentés par les gens de notre communauté, nous Français. Mon représentant naturel et légitime était Jean-Marie Le Pen. C'est une certitude pour moi, car lui se bat pour mon pays, j'en suis sûr. Mais c'est un marginal qui se fait cracher à la gueule et insulter exactement comme un islamiste. Je veux dire, c'est les deux catégories insultées par la République française. Ce sont les nationalistes français traités d'extrême droite et de fascistes, et les musulmans traités d'islamistes et d'intégristes. Voilà, je le redis. Voilà. Donc, c'était une question complexe. Je suis d'accord sur le projet d'une république qui chapeaute les communautés dans un équilibre, on va dire, de séparation de l'Église et de l'État. Ce n'est pas le cas aujourd'hui, et pour y arriver, il faut pratiquer du rééquilibrage communautaire. Sinon, on est dans les abstractions et dans les mensonges. Voilà. Oui, c'est bon, ça marche. Ça n'a jamais existé, l'assimilation. L'assimilation, c'est toujours une communauté qui domine. Alors ça peut être la communauté... L'assimilation, c'était le projet de la Troisième République. La Troisième République, c'est la République de Jules Ferry, qui, je vous signale, le saint patron officiel du président qui vient d'être élu par la majorité des musulmans de France. C'est l'apologie de la colonisation au nom de la race, la religion maçonnique intégrale, etc. Bon, c'est un rapport de force. Donc ce qu'on appelle l'assimilation, c'est l'assimilation à la communauté dominante. Si vous commencez à ne pas vouloir comprendre ce que je viens de vous expliquer, c'est-à-dire que ça n'a jamais existé des situations où il y a une instance politique pure, représentative, et des individus, en réalité, cette représentation officielle de l'État français, qui est de dire, il y a l'État qui représente l'intérêt général, et les individus citoyens qui ont un pouvoir de représentation par le vote démocratique. Tout ça est une mascarade intégrale. Et si vous admettez cette mascarade, vous dites, il ne faut pas tomber dans une société de communauté à l'anglo-saxonne. Il faut, pour qu'on puisse effectivement, à la limite, aller au-delà de la pure lutte communautaire horizontale, il faut déjà admettre qu'il n'existe dans la politique réelle que les réseaux et les communautés. Et qu'en réalité, les lois du sang et les lois du Dieu et les lois raciales sont permanentes dans tout le système occidental. Toutes les dynasties qui règnent au nom de la démocratie, y compris aux États-Unis, sont des oligarchies dynastiques raciales et de sang. Les types sont là depuis 2 siècles, je suis désolé. Que ce soit les Rockefeller, que ce soit les Rothschild, que ce soit les Bush, ce sont des dynasties, ce sont des réseaux, ils sont membres des Skulls and Bones, ils sont membres de grandes universités américaines, etc. Ce sont des familles, ils sont membres de religions. Vous voyez très bien que le seul président catholique qu'il y a eu aux États-Unis, c'est Kennedy, il est mort assassiné. Vous voyez ce que je veux dire, donc si vous êtes dans la vision du monde que ce pauvre professeur d'histoire est obligé de vous enseigner, en réalité pour que vous ne compreniez rien à la politique, et que donc vous subissiez comme un bon mouton toute la domination, parce que tout le fer n'en attend qu'on vous a fait bouffer, votre but c'est pas de faire vous un citoyen conscient qui peut être décisionnaire de son propre destin, c'est de faire vous un couillon de votant qui ne comprend jamais rien à la réalité du politique, vous voyez ? Ce qui amène à l'auto-alternance, Sarkozy puis Hollande, et c'est le changement
c'est maintenant, comme disait Dieudonné, un dans la gueule, un dans le cul. Voilà. Et que la majorité des imams de France sont appelés à voter Hollande au premier tour. Voilà. Eh ben, moi, je vous incite à vous cultiver politiquement. C'est un peu comme dans le film avec la pilule bleue, la pilule rouge. Et je vous le dis, c'est très douloureux, hein, le travail de conscience. Je suis d'accord avec vous. Et c'est douloureux et dangereux. Je suis français expatrié en Hollande et je vois que le communautarisme, en fait, a donné plus de réussite, en fait, à l'immigration, aux enfants issus de l'immigration. Alors qu'en France, oui, bien sûr. Mais c'est pour ça que j'ai l'honnêteté de dire ça. J'ai l'honnêteté de dire ça. Les gens disent, mais finalement, vous êtes un républicain et que finalement, vous êtes pour le communautarisme. Je dis que finalement, le communautarisme est plus honnête. De toute façon, il existe quoi qu'il arrive. Si la communauté turque est moins montrée du doigt en tant que communauté musulmane, c'est parce qu'elle est plus communautaire dans sa cohésion et sa conscience d'être turque, elle pose moins de problèmes et elle obtient plus de privilèges au niveau même des privilèges dans le 10e arrondissement, vous voyez ce que je veux dire, à Paris. Voilà. Et que si vous dites je suis un citoyen français, rien ne doit exister entre la nation et la citoyenneté, j'ai bien appris mon catéchisme et je travaille pour réussir mon examen de fonctionnaire et je vais devenir, moi maghrébin, fonctionnaire de police, etc. Et donc je vais défendre un peu les miens. Vous arrivez à un résultat zéro. C'est malheureusement comme ça. Et je vous le dis, la République ne peut provenir en réalité que d'un consensus de réseau de communautés. Et pour qu'il y ait une certaine égalité, il faut qu'il y ait réellement un équilibre. En fait, un équilibre du poids des communautés. Et qu'aujourd'hui, tout le mensonge républicain vient du fait, non pas que du communautarisme, mais qu'il y a un déséquilibre très 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 grand, inouï, je dirais, des rapports de force communautaires. Voilà. Déjà, j'ai croisé plusieurs fois Tariq Ramadan depuis ces 10 dernières années et je l'ai soutenu très longtemps parce que je pense que dans un vide qui a correspondu au vide des années 90, notamment à l'époque de la loi sur le foulard, Tariq Ramadan, par son érudition, son élocution, était bien plus à même d'incarner une certaine fierté musulmane que les musulmans de service, qui étaient en général des blédards manipulés par tous les pouvoirs, d'ici ou d'ailleurs. C'est sûr qu'entre l'imam de Drancy et Tariq Ramadan, il n'y a pas photo. Donc j'ai très longtemps dit... j'ai très longtemps été pour Tariq Ramadan, contre ses opposants comme Caroline Fourest. Et puis à un moment donné, je lui ai posé des questions, en direct et en indirect, auxquelles il n'a jamais voulu répondre. Et surtout, j'ai remarqué que progressivement, au départ, il dénonçait la mainmise de certains intellectuels sur la France, il parlait même de liste, donc il dénonçait une domination. Il a d'ailleurs été sanctionné pour ça, assez secoué. Et petit à petit, j'ai remarqué que son discours s'était infléchi, et que plus son discours s'infléchissait, moins je le trouvais légitime pour deux raisons. D'abord, je posais cette question claire et nette. Les représentants des Français de confession musulmane sont toujours choisis de l'extérieur, et même quand on a l'impression qu'ils sont choisis de l'intérieur, ils viennent de l'extérieur. Il y a 7 millions en France de Français musulmans. Pourquoi cela fait maintenant 15 ans qu'il n'y a que Tariq Ramadan pour parler des musulmans français? Il n'est pas français. C'est quand même clair, non? Il ne vit pas en France, et il ne vit pas, c'est pas une question de théologie, c'est une question de stratégie politique et de vie quotidienne, il ne sait pas ce que vivre en général en tant que Français pauvre, puisque les musulmans sont socialement issus des classes inférieures, je ne parle pas des Saoudiens du Vésinet. Il ne sait pas concrètement ce que c'est que le rapport quotidien aux Français de souche dans une situation aggravée par la crise économique et manipulée. Et les réponses théologiques à ces questions quotidiennes n'ont aucune valeur. Car la loi républicaine, comme vous le savez, est une loi terrestre de rapport de force et elle est changeable. Alors quand Ramadan dit la loi sur le foulard est illégale par rapport à la loi républicaine, il n'a pas compris qu'il suffit que la franc-maçonnerie se réunisse, ils font des planches et ils font changer la loi. La loi est un rapport de force en France. Donc je trouvais que sa réponse pseudo-théologique ou théologico-politique était à côté de la plaque, car il valait mieux intégrer le rapport de force et comprendre une fois de plus les ennemis primaires et secondaires. Et moi, je n'étais pas l'ennemi primaire de Ramadan. Simplement, à un moment donné, nos relations se sont refroidies. Et deuxièmement, je dis, pendant un certain temps, il valait mieux que ce soit Ramadan qui parle plutôt que l'imam du bled payé par les services algériens, par le régime marocain via le projet Aladdin et la famille Azoulay, ou etc., etc. Mais à un moment donné, je me suis dit, il tient la place pendant un certain temps, mais finalement, à force de la tenir, il la bloque.
Parce que où sont les jeunes Français musulmans qui sont montés derrière lui pour enfin que les Français se disent il y a des Français musulmans qui parlent, ce ne sont pas toujours des étrangers qui parlent. Parce que le Français de base, il y a un piège. Quand on donne la parole à Tariq Ramadan, le Français de base, il dit « Oh, il est très fort, ce dialecticien étranger qui représente finalement l'islam de l'étranger. C'est un petit malin, c'est un bon dialecticien. D'ailleurs, on ne comprend jamais, quand il répond à une question, ce qu'il voulait vraiment dire, tellement il est fort en dialectique. » Je me dis finalement, de choisir Ramadan pour parler au nom des musulmans, c'est pas lui qui choisit, on l'invite. Est-ce que ce n'est pas un piège tendu pour que les Français se disent « Les musulmans sont des étrangers qui ne répondent jamais clairement aux questions qu'on leur pose ?» Donc je me dis à un moment donné, Tariq Ramadan, plus le temps a passé, plus il était étrange qu'il n'y ait pas parmi les 7 millions de Français musulmans un musulman français, que ce soit un musulman converti ou un musulman issu de l'immigration, qu'à Bac plus 7, qui s'exprime parfaitement et qui puisse parler en tant que Français musulman. Pourquoi faut-il aller chercher un Suisse d'origine égyptienne qui enseigne en Angleterre? Je me dis, à un moment donné, même Ramadan lui-même devrait chercher des gens pour aller parler à leur place. Parce que quoi qu'il dise, même s'il le dit bien, il est piégé par ce qu'il est. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire, on se dit, il n'y a pas de musulmans pour parler au nom des musulmans. Les musulmans sont le parti de l'étranger. Ce sont des anti-français. Et surtout, Ramadan, malheureusement, est très souvent sur des positions anticolonialistes, anti-françaises, mondialistes, c'est-à-dire pro-immigration. Je ne vois pas pourquoi un Français musulman serait pour l'immigration. Comment? C'est lui qui progressivement... Moi, une fois, j'ai été invité au congrès de l'UOIF. Je me suis rendu. Nous sommes retrouvés à un moment donné sur une photo avec lui, moi et Dieudonné. Moi, j'ai des sympathies avec les gens du Front National. En permanence, on me dit, qu'est-ce que tu fais avec les musulmans? À Ramadan, on peut dire, qu'est-ce que tu fais d'un seul coup à discuter avec Soral? Moi, je n'ai pas écrit un texte long comme le bras pour me laver les mains après lui avoir serré. J'assume de rencontrer Ramadan, lui parler. Lui a dit, j'ai rencontré Soral, mais c'est une erreur, je me suis lavé la main après lui avoir serré. La dernière fois, moi, j'ai défendu Chicha contre Caroline Fourest. Lui a fait un texte de solidarité avec Fourest contre Chicha au nom de la liberté de pensée voltairienne. Excusez-moi, Voltaire, pour moi, c'est pas une référence. Ni au niveau des valeurs, moi je suis rousseauiste, et au niveau de l'islam, je vois pas. Ramadan n'est plus le Ramadan d'il y a 10 ans. Il n'est plus le Ramadan d'il y a 10 ans parce que le contexte a changé et que maintenant il bloque une place alors qu'il aurait dû former des gens pour effectivement incarner les Français musulmans respectables et respectés par les Français. Alors pour l'instant, il bloque la place, il la garde. Et puis petit à petit, son évolution s'est quand même faite. C'est qu'avant, il était quand même quelqu'un qui tenait la dragée haute au pouvoir sarkozyste sur des lignes antisionistes et de domination communautaire assez claires. Et aujourd'hui, sur l'affaire libyenne, il a accompagné la pacification libyenne d'Al-Qaïda tout en disant que, après coup, une fois que Kadhafi est mort, que Kadhafi était un grand leader africain qui essayait de faire une monnaie pour l'Afrique, qui avait aidé l'Afrique, qui était d'ailleurs et un musulman et un arabe. Donc là, je me dis, comment se fait-il qu'il a soutenu Bernard-Henri Lévy? Parce que là, je vais vous la faire courte. Derrière, il était avec Bernard-Henri Lévy sur la pacification de la Libye. Et ben moi, je me suis fâché avec un ami de 25 ans qui est Marc-Édouard Nab. Vous voyez? J'ai dit, on est en guerre et maintenant tu es de l'autre côté. Donc tu es mon ennemi. Parce que moi, je suis aujourd'hui contre la destruction impériale de la Libye, c'est fait. Et je suis aussi contre la destruction impériale de la Syrie. Et je ne refuse d'admettre la lecture impériale de la Syrie comme quoi ça serait une guerre de méchants alaouites contre des gentils sunnites. Je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. On sait aujourd'hui d'ailleurs que ce sont des agents extérieurs armés. En fait, c'est la stratégie Al-Qaïda. Et malheureusement, Ramadan n'est plus le Ramadan d'il y a 10 ans. Et certaines questions que je lui pose, il ne peut pas y répondre. Je dis à un moment donné, il y a deux stratégies. C'est à qui profite le crime et chercher l'argent. Qui te paye et à quoi tu sers? Je vois qu'aujourd'hui, Ramadan montre un centre de recherche islamique au Qatar. Je me dis, c'est un gros handicap pour lui parce que le Qatar, c'est une base américaine, vous le savez très bien. C'est un pays, quand on veut défendre les statuts sociaux des Français musulmans sur le plan du droit du travail ou de la citoyenneté, au Qatar, interdiction de partis politiques, interdiction de syndicats et base américaine, berbères, milliardaires, décadents. Et les travailleurs immigrés, on leur prend leur passeport. Vous voyez ce que je veux dire? Comment, moi, si demain j'acceptais l'argent d'une dictature néo-nazie, vous voyez, vous auriez des problèmes avec moi. Je dis, Ramadan, à un moment donné, se met en danger lui-même quand il accepte l'argent des Qataris et qu'on ne me dise pas, oui, mais il a pris l'argent, mais il fait ce qu'il veut. On travaille toujours pour qui vous paye. Le professeur d'histoire le sait là-bas.
quand il est payé par l'éducation nationale, il est obligé de faire le programme officiel, et s'il s'en éloigne, il sera viré. Donc Ramadan, quelque part, est pris, malgré lui, progressivement, dans une logique mondialiste à laquelle il est intégré, qui fait que de plus en plus, je le vois de moins en moins légitime pour parler des musulmans de France parce qu'il n'est pas français, et je le vois de plus en plus sur une ligne de collaboration musulmane au projet mondialiste, qui est peut-être des accords secrets ou pas secrets passés entre les frères musulmans et un certain redécoupage du Maghreb et du Moyen-Orient. Tout ça, on le constate par ce qui se passe en Égypte, ce qui se passe en Tunisie, etc. Et je vois que quand je lui pose ces questions, il dit « Soral est fou, il est complotiste ». Et il invite Marc-Édouard Nab pour faire un truc anti-Soral, ce qui était une maladresse terrible de sa part, parce qu'il est obligé de désavouer Nab sur toutes les questions. Je dis « Moi, j'attends que Ramadan me réponde ». Voilà, tu vois. Et moi, si vous regardez historiquement, je n'ai jamais attaqué ma Ramadan. Je le fais depuis quelques mois. Depuis 2002, je ne fais que le défendre, hein, y compris à l'intérieur du Front National, etc. Et j'ai toujours dit, je préfère avoir comme voisin Tariq Ramadan que Caroline Fourest. C'est-à-dire un type bien élevé, qui est d'ailleurs un concitoyen suisse, nous sommes citoyens de Genève tous les deux, bien élevé, cultivé et charmant d'ailleurs physiquement, qu'une lesbienne hystérique payée par Bernard-Henri Lévy pour m'emmerder, vous voyez. Donc effectivement, entre Ramadan et Caroline Fourest, je choisis Tariq Ramadan. Mais quand je vois lui que dans le même temps, entre Chicha et Caroline Fourest, il choisit Caroline Fourest, je me dis, est-ce qu'il n'a pas perdu un peu de liberté par rapport à avant? Est-ce qu'il n'est pas coincé par certaines alliances qu'il a passées, etc. Parce que je sais que sa chaire d'islamologie à Oxford est payée par le Qatar. Et puis je me dis à un moment donné, quand je m'intéresse à l'islam profondément, je lis et j'écoute Cheikh Imran Hussein. Je dis, Cheikh Imran Hussein est un théologien musulman. Tariq Ramadan est un islamologue. Un islamologue, c'est pas un musulman. Un islamologue, c'est quelqu'un qui, avec les outils de la laïcité occidentale, étudie l'islam comme on dissèque une souris. Je veux dire, comment est-on islamologue et musulman? À un moment donné, il faut choisir. C'est comme un juif laïque. Je ne crois pas aux juifs laïcs et je ne crois pas aux islamologues musulmans. Et je trouve, moi, que Tariq Ramadan, en mon âme et conscience, parce que je suis un mystique et en même temps un intellectuel, c'est un politique pur. C'est un politique pur qui a une logique et qui a une stratégie. Et à un moment, dans sa logique et dans sa stratégie, il me semble qu'il est antinational, il est antinationaliste, il est pro-immigration et il est pour perpétuer le malaise post-colonial. Je le vois assis à côté d'Ouria Boutelja à Bobigny et assis à côté des leaders de Alain Grèche du monde diplomatique. Alain Grèche, Vidal, etc. Vous voulez que je vous fasse remonter tout le logiciel du monde diplomatique de Vidal et de Grèche? Donc je dirais, c'est Tariq Ramadan qui a bougé. Ce n'est pas moi. Moi, je suis resté le même en face de lui. Et lui, il ne croise de moins en moins mon regard. Il dévie. Et moi, je fais remarquer, mais je le fais remarquer aussi pour Marine Le Pen. J'ai dit, Marine Le Pen, avec l'affaire Mera, tu as raté le deuxième tour de la présidentielle. Tu es tombé dans tous les pièges de l'amalgame. Délinquants, musulmans, immigrés. Voilà, c'était un piège qui a été tendu, elle est tombée dedans. Et moi, je passe beaucoup de temps à critiquer le Front National. Je passe autant de temps à critiquer le Front National qu'à critiquer Ramadan. Je critique tout le monde, même moi-même parfois. Je critique parfois mes pensées d'hier, parce que des fois je suis plus communautaire qu'il y a 10 ans, parce que j'ai découvert à force d'études que le communautarisme était permanent dans la République française, soi-disant citoyenne et laïque. Donc moi je dis voilà, j'essaye d'avoir un dialogue avec le musulman, je lui pose des questions, il refuse d'y répondre, parce que je pense que ces questions sont gênantes. Mais je pense qu'à la limite ces questions, c'est à vous, musulmans français, de les lui poser. Est-ce qu'aujourd'hui Ramadan ne joue pas plus une carte de l'islam dans une logique internationale, voire mondiale, qui est peut-être la logique des frères musulmans? Et est-ce que cette logique globale est l'intérêt des musulmans français? Je pense qu'en ce moment, ces deux stratégies, défendre le français musulman ou défendre une logique de la place de l'islam dans le processus mondialiste, ce sont deux logiques qui rentrent en confrontation. Or vous, votre intérêt c'est quoi? C'est de défendre le musulman français au quotidien ou de défendre une certaine stratégie d'une participation d'un islam mondialiste à un processus de mondialiste? Et cette question, je la pose à Ramadan, elle me paraît très conceptuellement posée clairement. Je suis tout sauf un dingue, même si j'ai une communication assez libertaire qui est la mienne. Hein. Je suis l'enfant du professeur Choron, plus que effectivement, je ne sais pas de quel religieux catholique on pourrait parler. Donc évidemment, j'ai une forme d'expression parfois outrancière et provocante, mais là, je vous ai sorti une analyse conceptuelle assez rigoureuse. J'aimerais que point par point, Tariq Ramadan y réponde, mais c'est pas à moi qui dois répondre, parce qu'à la limite, je m'en fous. C'est à vous qui doit répondre. Voilà. Déjà, ça ne nous a pas échappé que je suis passé par le Front National pendant 1 an, et que j'en suis sorti. Et quand je suis allé au Front National, c'était sur 2 questions. La question sociale,
J'avais dit d'ailleurs quelque chose qui a été acté par le Front National. Si le Front National n'évolue pas de libéral à comment dirais-je, mouvement qui défend le peuple du travail, c'est-à-dire la ligne effectivement antimondialiste, ce mouvement est mort, il n'a plus aucun sens. Sur ce combat-là, j'ai gagné. Effectivement, Marine Le Pen aujourd'hui est sans doute la candidate qui a le discours le plus cohérent en réalité en économie, c'est-à-dire les dangers de la mondialisation libérale, la nécessité du protectionnisme raisonné et la nation comme, comment dirais-je, structure la plus efficace pour protéger les acquis sociaux des travailleurs, que ce soit les travailleurs du prolétariat ou de la classe moyenne. Voilà. Donc là-dessus, le Front National est sur une ligne qui me paraît très sérieuse et très intéressante, et qui fait aussi que moi, j'ai voté Marine Le Pen au premier tour, je pourrais le dire ou pas le dire, parce qu'effectivement, c'est ça pour moi, la chose la plus importante, c'est la lutte contre le projet mondialiste, le capitalisme financier, qui est en train de détruire, la Grèce est en train d'être détruite, pas par l'islam ou le sionisme, mais par Wall Street. Hein, voilà. Donc nous serons détruits aussi par Wall Street demain, ni par le sionisme, ni par l'islam, mais on peut faire des connexions entre Wall Street et le sionisme, on ne peut pas faire de connexion entre le sionisme et l'islam. C'est ça que je dis. Voilà. Bon. Sur l'autre sujet qui était, il faut tendre la main aux musulmans français au nom de la droite des valeurs, ce que j'appelle la droite des valeurs, je n'ai pas été suivi pour des raisons de résistance interne au Front National. Le Front National est constitué comme de tranches successives. La tranche la plus ancienne, c'est les royalistes. C'est ceux qui n'ont pas admis la Révolution française et qui sont monarchistes. Il y en a encore. Après, c'est ceux qui n'ont pas admis, comment dirais-je, qu'on considère la République de Pétain comme une trahison. Pour eux, ils disent, c'est l'armistice, c'est la défaite, c'est la gestion de la défaite. Donc c'est la deuxième strate. Hein, première strate, royaliste vaincu par la République. Deuxième strate, français qui désavoue De Gaulle. Voilà, donc c'est à chaque fois d'ailleurs des strates de perdants. C'est en ça que les musulmans peuvent bien comprendre le Front National. C'est une accumulation de défaites. Donc vous pouvez bien vous comprendre, hein, pour reprendre la petite plaisanterie d'Albert Ali. Et la troisième strate, vous le savez très bien, c'est la perte de l'empire colonial. Et notamment l'Algérie française. On le sait très bien, c'est la troisième strate. Louis Alliot représente cette strate-là, c'est-à-dire c'est un descendant de pieds noirs de Perpignan qui encore, genre, les Bougnoul nous ont chassés, il n'est pas question qu'on les laisse venir chez nous. Vous voyez? Et ça, c'est des logiciels sociologiques. Marine Le Pen est d'une autre génération, elle n'a pas de problème avec l'Ancien Régime, elle n'a pas de problème avec Pétain, elle n'a même pas de problème avec l'Algérie française. Elle essaye, elle, d'amener le Front National à un mouvement d'opposition réellement au système UMPS, d'être le parti d'opposition au mondialisme généralisé, incarné aussi bien par l'UMP que le PS. Mais elle doit tenir compte des strates de son parti, parce que vous faites, c'est comme quand vous voulez bouger le monde musulman en France, vous tenez compte des imams, des leaders historiques du mouvement, des associations telles qu'elles existent, qui parfois, effectivement, sont des traces de colère algérienne, des traces de pouvoir marocain, des traces d'influence saoudienne, etc. Donc moi, je me suis éloigné du Front National parce que, sur le plan de la main tendue à l'islam, ça n'y était pas. Mais par contre, c'est compris par les élites du Front National que c'est une stratégie possible et qu'elle est intelligente et que gauche du travail, droite des valeurs, en fait, gauche du travail, droite des valeurs, c'est le vrai logiciel du Front National, si vous réconciliez. Marine Le Pen ne peut pas le prendre parce que ça vient de moi. Et ça admettrait qu'il y a quelqu'un qui pense au-dessus d'elle ou à côté d'elle. Mais si vous regardez aujourd'hui le Front National, les gens qui vont dans les débats, vous avez deux types que vous voyez en dehors de Marine Le Pen. Vous avez Philippot et Alliot. Philippot, c'est Soral, ça vient de chez nous. C'est critique de la mondialisation systématiquement et jamais de stigmatisation des musulmans. Vous avez remarqué? Jamais. Voilà. Alliot, c'est l'inverse. C'est je suis de droite, il tombe dans tous les pièges. Hein, voilà. Je ne parle pas de Jean-Marie, qui de toute façon je ne toucherai pas, car je suis un vrai traditionnaliste. C'est le patriarche, on n'y touche pas. Qu'il ait fait des erreurs ou pas. Je n'insulte pas mon père ni mon grand-père, je ne touche pas à Jean-Marie. Et je vous demande de le comprendre. Hein. Je ne vous demande pas de cracher sur Ben Bella. Ni sur Abdelkader, vous voyez, voilà. Pour nous, nationalistes français, le Front National, c'est notre FLN. C'est un Front de libération nationale. Après, il faut bien comprendre de quoi. Carl Schmitt. Libérer de quoi? Libération primaire, secondaire, libération apparente, libération réelle, libération profonde, libération superficielle. C'est là où il faut faire une analyse globale qui est aussi un pari. Car il y a une question musulmane de France, évidemment qu'il y en a une. Est-ce qu'on s'en sort par le haut ou par le bas? Moi, j'ai dit... Le message que j'ai envoyé à Marine Le Pen, c'est que dans l'affaire Mera, elle a montré qu'elle était encore un être politique d'opposition et d'extrémisme, et que les Français veulent un président de réconciliation qui règle les problèmes par le haut. C'est-à-dire que même si les Français n'aiment pas les musulmans, ils veulent pas du bain de sang, ils veulent que ça se règle en douceur. Et un président de la République dans une démocratie commerçante avancée doit être un grand diplomate. Et je dis, Marine Le Pen, pour moi, est tombée dans le piège Mera, parce qu'elle a accepté l'amalgame, voyou de banlieue,
mensonge Al-Qaïda et islam. Alors il fallait découpler ces trois choses. Et donc elle est redevenue pour le peuple français inconsciemment un leader extrémiste. Un leader extrémiste ne peut pas être au deuxième tour des présidentielles. Et donc je prolonge mon raisonnement et je pense que derrière, pourquoi elle est tombée dans ce piège? Parce qu'elle a des conseillers. Et que je pense que l'influence de la branche Louis Alliot est encore importante. Mais je vous dis que l'avenir du Front National, nécessairement, c'est le triomphe de la branche Marine-Philippot plutôt que de la branche Marine-Alliot. Parce qu'il y en a un qui représente l'avenir, l'intelligence, la culture, qui s'exprime bien dans les médias, qui est capable de tenir tête même à Emmanuel Todd, et un autre qui, excusez-moi, n'est absolument pas performant, ce qui est remarqué par tous les gens du Front National, parce que quand Alliot passe à la télé, on a l'impression d'une moule qui est sur un rocher, il a aucun sens de la dialectique, il a toujours un coup de retard, et il tombe dans tous les pièges de se dire qu'il est de droite face à Besancenot, alors que Besancenot, c'est le social traître par excellence, c'est un trotskard, alors que Philippot connaît bien tout ça, vous voyez. Et donc je pense que, de toute façon, naturellement, moi, je suis en dehors du front et j'envoie des critiques. Et je fais un travail d'avant-garde et de métapolitique. J'envoie des concepts et des critiques, aussi bien d'ailleurs aux musulmans qu'au Front National. Je dis voilà, il y a une idée, vous pourriez peut-être la prendre. Il y a une critique, vous devriez l'entendre. Je le fais autant pour les musulmans que pour le Front National, et je le fais autant pour la communauté juive. Vous avez remarqué. Je dis, à mon avis, la communauté juive se met en danger en ce moment en incarnant beaucoup trop à travers Israël un suprémacisme théologico-racial et militaire qui est très dangereux. Il y a une voie de retour à la République bien comprise en jouant le jeu justement de la République. Il faut faire attention car en dernière instance, je le dis, ça se retournera aussi contre vous. J'envoie le même message fraternel en réalité aux juifs qui respectent la charte patriotique, et même, j'allais dire, aux religieux que j'appelle les orthodoxes juifs, qui eux, je dis, sont des individus qui craignent Dieu, et non pas qui se prennent pour Dieu, ce qui est tout à fait le contraire. Et je dis finalement que le juif laïque se prend bien plus pour le peuple élu que le juif religieux, qui lui se pose en permanence la question de savoir s'il est digne de l'élection, alors que l'autre pense que racialement et tribalement, il a Dieu en lui. Ce qui veut bien dire que c'est très important que finalement, je reçois aujourd'hui beaucoup de messages de fraternité de juifs orthodoxes, qui, juifs orthodoxes authentiques d'ailleurs, sont antisionistes, et tendent la main aux deux autres monothéismes à travers le respect pour les religions du livre, vous voyez. Donc il y a une réelle possibilité de réconciliation catholico-islamico-judaïque, vous voyez, qui était la Jérusalem avant le sionisme, vous voyez, où les trois monothéismes, qui sont très imbriqués, existent d'un point de vue urbain, dans des gens qui se rendent des visites respectueuses, le tombeau du Christ, etc., etc. Voilà. Donc, pour répondre un peu longuement à la question, je ne suis pas au Front National. Je pense que le destin du Front National, s'il veut être un grand parti d'opposition, doit être la ligne Marine-Philippot, qui est très proche de la mienne, plutôt que la ligne Marine-Alliot. On le vérifiera dans les années à venir. Je ne suis pas dans la tête de ces gens-là non plus. C'est pour ça que je m'en suis retiré, car je ne peux pas assumer des choix d'un parti politique quand je n'ai pas la réponse. Et quand vous dites que Marine Le Pen, effectivement, fait des signes de gentillesse envers les sionistes, je vais vous expliquer pourquoi, alors qu'il l'insulte copieusement. Hein. Et si vous voulez vérifier le sionisme du Front National, regardez le vote des binationaux israéliens. Est-ce que vous avez les statistiques ? 88%, je crois, pour Sarkozy et 2% pour le Front National. Donc les sionistes n'aiment pas le Front National, il n'y a pas de secret. Puis regardez comment les journalistes traitent Marine Le Pen. Je veux dire, ils n'oseraient même pas le faire avec Ramadan, excusez-moi. Hein. Voilà. Donc, je ne suis pas dans le Front National, je me pose des questions comme vous. Je pense que la logique, si Marine Le Pen est intelligente, est une ligne qui ressemble à la mienne, et qui donc, à terme, sera la main tendue aux musulmans, mais que ça serait d'autant plus facile pour le Front National de tendre la main aux musulmans, que les musulmans seraient représentés par Albert Ali, plutôt que par Ouria Boutelja. Parce que, si vous me dites, qu'est-ce que Marine Le Pen a fait pour vous, je dis, qu'est-ce que vous avez fait pour Marine Le Pen ? Qu'est-ce qu'ont fait les musulmans dans leur représentation officielle depuis 40 ans pour dire oui à l'immigration et mort aux fachos français traités de sous-chiens? C'est très compliqué pour qu'un type du Front National comprenne qu'il n'y a pas que de la haine de l'immigré musulman, parce qu'on confond tout. Pour un mec du Front National de base, l'arabe, c'est celui qui est le patriote français qui vote Front National. Donc, pour que le Front National fasse quelque chose pour vous, il faudrait envoyer des signes, non pas d'allégeance et de soumission, c'est pas comme ça que ça marche, mais des signes déjà qui changent aussi l'image que les gens du Front National ont des musulmans. Or, finalement, à quoi servent les Ouria Boutelja? À quoi servent les gens comme ça? C'est à créer de la haine intercommunautaire. Et comme par hasard, à qui profite le crime et d'où vient l'argent? Je dis toujours ça. Hein. Vous retrouvez d'un seul coup que finalement, les gens qui empêchent la réconciliation nationale sont payés par ceux qui ont intérêt que cette réconciliation nationale ne s'effectue pas. Voilà. Donc, j'ai répondu un peu longuement et globalement. Je ne suis pas au Front National, je critique le Front National. Je pense que l'avenir du Front National, s'il est intelligent, est plutôt maligne. Et je pense que pour que le Français qui vote Front National, c'est-à-dire le Français de souche, inquiet et en colère, pour des raisons socio-économiques, mais aussi des raisons
d'identité culturelle, car son identité culturelle est contestée en permanence par des tas de choses. Le mondialisme anglo-saxon, mais aussi un certain islam de provocation à travers les prières de rue, etc., sans doute manipulé via le wahhabo-salafisme par des gens qui finalement sont main dans la main avec les Américains et les sionistes. C'est la question que je pose à Ramadan. Eh bien, je dis que si les musulmans se comportent intelligemment, le Front National sera sans doute plus intelligent dans sa manière aussi de se comporter, et tout ça sera globalement positif pour la France, pour les Français, qu'ils soient de confession musulmane ou, je dirais, de souche chrétien. Voilà. Et c'est mon travail permanent de réconciliation, ce qui est le plus dangereux. Il faut le savoir. La question, effectivement, de hiérarchiser les ennemis, les adversaires, extrêmement important. Je disais tout à l'heure qu'on on était enfermé dans des faux combats et des combats parfois même d'arrière-garde parce que il y a une histoire de conditionnement, des idéologies dominantes dans lesquelles on a été structuré en tant qu'enfant d'immigration. Si je devais effectivement donner 3 catégories importantes, la première est l'essentielle, non pas parce qu'on le dit, mais parce qu'on part d'une analyse, encore une fois, propre à nos sources, sans emprunter des catégories imposées, c'est effectivement le mondialisme. Le mondialisme, qu'est-ce que c'est? C'est l'idéologie qui consiste finalement à faire des hommes les serviteurs d'autres hommes d'une élite. Et si on revient aux fondamentaux du Coran, on a un modèle qui nous est proposé dans le Coran, c'est le modèle de Pharaon. Pharaon est décrit dans le Coran comme étant, non pas simplement ayant commis le péché de l'associationnisme et donc le péché suprême, c'est-à-dire d'associer au divin une autre divinité, mais il a été plus loin. Il a dit « Je suis Dieu ». Et si vous lisez bien, vous avez le triptyque du pouvoir. Vous avez Pharaon comme modèle du pouvoir politique, donc de l'oligarchie dominante, donc qui se prend pour Dieu. Vous avez Corée de la Bible, donc Qarun dans le Coran, qui est le banquier, dont le Coran dit que si on mettait l'essentiel de tous les clés de ces coffres, il faudrait plusieurs personnes, plusieurs hommes pour le soulever, donc la puissance de la banque. Et enfin Haman, son conseiller de l'ombre, qui finalement symbolise les réseaux occultes et le conseil de la manipulation médiatique. Ce triptyque du pouvoir qui est décrit dans le Coran, on le retrouve exactement aujourd'hui dans le modèle de domination mondiale qui est en train de se manifester. Parce que finalement, qu'est-ce que c'est que le pouvoir mondialiste aujourd'hui? C'est une élite dirigeante qui fonde son pouvoir d'abord sur quoi? Sur l'argent. Or, qu'est-ce que nous disent encore une fois les textes musulmans? Toujours une de nos catégories. L'utilisation abusive et de domination par ce que le Coran appelle le riba, donc l'intérêt usuraire, il est décrit comme une guerre déclarée à Dieu. C'est le summum de la désobéissance. Or, le pouvoir aujourd'hui est incarné par qui? Par la banque, et vous avez tous entendu parler de notre, du leader, la première banque mondiale aujourd'hui, Blankenstein, qui dit quoi? Il a dit, tout simplement, il a déclaré à Wall Street: je suis un banquier qui tous les jours fait le travail de Dieu. Voilà, il définit son métier. Je fais le travail de Dieu. De son Dieu. Oui, de Dieu, voilà, bon, de Dieu, de son Dieu usuraire. Et donc, on a aujourd'hui un pouvoir financier monstrueux qui utilise à un niveau jamais égalé dans l'histoire, parce que l'intérêt usuraire interdit à l'époque du prophète, par exemple, c'était: j'ai 100 dinars d'or, je t'en prête 100 et tu me rends 120. Donc c'était encore quelque chose de factuel et c'était une valeur réelle. Aujourd'hui, le système bancaire mondial, c'est le summum du riba, donc le summum de l'intérêt, et c'est ce système de domination aujourd'hui, incarné par la banque, par une oligarchie aujourd'hui qui est en train d'apparaître en plein jour, et qui dit quoi? Qui va jusqu'à vouloir désacraliser la vie, puisqu'on brevette le vivant, on pousse les sociétés occidentales, les sociétés du monde à faire les avancées sociétales les plus avancées possibles, les plus éloignées possibles. Donc ça serait le deuxième danger, c'est effectivement les avancées sociétales. Pourquoi? Quand on a une avancée sociétale, on peut difficilement revenir en arrière. Quand la mini-jupe s'est imposée, on n'est même plus aujourd'hui en phase d'en parler, puisqu'on ne parle même plus de la mixité, on est déjà dans l'homoparentalité, proposition numéro 30 de notre président actuel. Donc aujourd'hui, on est homoparentalité, mariage homosexuel. Donc vous ne pouvez même plus discuter de la mixité à l'école, qui est une catastrophe généralisée, et qu'on nous a présenté soi-disant comme une valeur de la République, alors qu'en vérité, c'est encore une fois une manipulation des masses. Et si vous venez encore avant, d'autres avancées sociétales, on ne peut plus aujourd'hui les contester. Donc deuxième danger, après le mondialisme comme système de domination qui veut désacraliser la vie, qui veut fusionner, détruire les religions, qui veut couper, casser la transcendance, aujourd'hui c'est en vérité
pharaon et son triptyque de pouvoir qui est l'ennemi numéro 1, et ça à travers une vision purement coranique. Aujourd'hui, c'est le premier adversaire qui aujourd'hui se manifeste dans les faits par la spéculation sur la nourriture, par affamer des peuples entiers, par pousser les populations du monde à des flux migratoires monstrueux pour créer des chaos. Demain, quand le Pakistan n'aura plus d'eau et sera affamé, 180 millions de personnes, on en fait quoi? L'Égypte. Donc aujourd'hui, on est face à un bouleversement planétaire et un danger imminent devant nous. Deuxième catégorie, donc j'aurais dit la question du multiculturalisme. Donc même si effectivement Alain historiquement dit que la France a toujours été effectivement une organisation de différentes communautés, les Auvergnats, les Bretons, des communautés politiques, etc. Il n'empêche que pour nous les musulmans, même si on peut parler d'une communauté spirituelle et d'une communauté musulmane d'un point de vue purement religieux, l'effet objectif c'est que nous sommes issus d'une histoire d'un agglomérat de plusieurs dizaines de communautés aux traditions, aux cultures, aux langues, aux racines et aux intérêts complètement divergents. Donc autant effectivement on peut réfléchir éventuellement à coordonner une parole musulmane cohérente qui peut peser dans le débat, autant si on n'arrive pas à dépasser le multiculturalisme interne, les oppositions ethno-culturelles internes par un projet d'adoption de la culture française majoritaire avec une approche sélective dans ce qui fait la culture française, non pas bien sûr le McDo, mais plutôt la cuisine fine française, pour donner l'exemple des arts culinaires, eh bien le multiculturalisme, c'est à mon sens le deuxième danger qui peut aujourd'hui complètement déstabiliser l'homogénéité d'une future communauté française. Et enfin, si je devais donner une troisième catégorie, ça serait celle effectivement des avancées sociétales tout court, parce qu'on n'a pas entendu les musulmans sur ces sujets, et c'est là où effectivement on les voit les plus... Pire. Le seul mouvement politique français qui se rapproche des positions de l'islam, c'est le Front National, sur l'homosexualité, l'avortement, etc. Alors globalement, les musulmans ont voté pour le Parti Socialiste, qui est le plus en pointe sur la destruction de toutes les valeurs traditionnelles, mariage homosexuel, etc. Donc il faut vous poser des questions sur des certaines cohérences. C'est-à-dire que je voulais, par méchanceté, lire un jeune musulman qui m'avait envoyé une réponse, parce que je reçois beaucoup par internet, et il dit je disais l'intérêt du musulman d'être patriote. Et le mec il me disait les Maghrébins ne se soumettent qu'à Dieu, on est de passage sur terre, le temps passe vite, la vraie vie est dans l'au-delà, on est tous égaux devant Dieu, la première à rentrer au paradis seront les pauvres dans l'islam. Et il me dit tout ça, je ne suis soumis qu'à Dieu. Et moi je lui ai répondu très simplement, j'ai dit le problème c'est qu'en réalité vous vous soumettez d'abord au Parti Socialiste. Vous voyez, ça c'est revenir un peu les pieds sur terre, vous voyez. Moi, j'aime pas les gens qui me vendent leur mystique, et qui disent qu'ils n'ont pas peur de la mort parce qu'ils croient réellement à l'au-delà, et qui vivent dans la trouille permanente simplement du flic. Moi, je veux dire, j'ai quand même constaté chez certains gens avec qui j'ai essayé de collaborer une lâcheté incroyable. Dieudonné et moi, on est toujours là. Jamel Debbouze, il n'est plus là. Vous voyez. Donc, on prouve sa foi par ses actes. On ne fait pas d'effet d'annonce, vous voyez. On prouve qu'on croit à la transcendance parce qu'on est prêt, comme je le fais moi, à mettre sa vie en danger, réellement. Parce que moi, je suis Alain Soral, tout le monde sait qui je suis et ce que je dis. Et sinon, on ferme sa gueule, c'est ça que je veux dire. Alors, il y a beaucoup de gens qui me parlent de soi-disant leurs croyances en machin, etc. Et ils sont d'une trouille sociale incroyable. Voilà. Et ça, c'est se poser ces questions, effectivement, de l'ennemi principal et secondaire à l'intérieur de sa propre tête et à l'intérieur de son propre être. Demander le respect, d'abord se respecter soi-même et se respecter par ses actes et sa cohérence. J'ai vu chez certains une incohérence incroyable et un baratin incroyable entre ce qu'ils disaient et ce qu'ils faisaient. Et pour dernier petit rebond, la politique mondialiste, qui est une politique financière de destruction, etc., elle touche qui en premier lieu en France? Les basses classes sociales. Qui sont les basses classes sociales en France, globalement? Est-ce que c'est Bernard-Henri Lévy et ses copains? C'est essentiellement les gens issus de l'immigration et le petit peuple de Français de souche, on va dire prolétariat, classe moyenne. Ce sont en réalité les musulmans et les électeurs du Front National. C'est triste à dire ça. Ce sont les premières victimes du processus et de la violence mondialiste. Voilà. Or, c'est toujours triste de voir que ces gens-là qui sont en fait solidaires au niveau de ce qu'ils subissent en termes d'être de classe, parce qu'en termes on veut faire de l'analyse un peu socio-économique, ils sont en réalité les victimes du même processus économico-social. Ils devraient avoir donc une solidarité sociale bien comprise. Or, ils sont poussés systématiquement à se considérer les uns et les autres comme ennemis. Et finalement, les uns à voter, je vais le dire, au Front National, finalement, beaucoup au deuxième tour pour Sarkozy. Genre quand même, puisqu'on ne peut pas avoir l'extrême droite, on aura la droite. Alors que je ne vois aucun rapport, moi,
entre le nationalisme bien compris et le sarkozysme. Le sarkozysme, c'est le mondialisme, et les gens qui votent Front National, c'est les anciens mecs du Parti communiste qui en ont marre de voir leurs acquis sociaux effondrés, la désindustrialisation du Nord, etc. Donc normalement, sur le plan de la solidarité socio-économique, avec une analyse socio-économique sérieuse, on devrait avoir les victimes du processus mondialiste, qui est un processus économique et politique, ensemble, au nom de la solidarité de classe, contre leurs prédateurs. Or, malheureusement, on voit du côté du Front National des types qui disent « je vais quand même voter plutôt Sarkozy au deuxième tour, parce que la droite, c'est moins loin de l'extrême droite », et ils votent pour un agent de l'empire américano-sioniste sans aucun problème, et de l'autre côté, excusez-moi, des musulmans qui disent « moi, je vais voter pour François Hollande, parce que quand même, c'est le moins pire pour les immigrés ». C'est quand même, effectivement, le pouvoir est fort, parce que le pouvoir sait nous dominer en nous amenant sur des fausses pistes, etc. Alors, le travail, effectivement, schmittéen, quels sont les ennemis primaires et secondaires, c'est comprendre quel est votre être de classe, parce que vous n'êtes pas seulement français musulman, vous êtes aussi peut-être chômeur, vous êtes peut-être ouvrier métallurgiste, vous êtes peut-être petit artisan, et ça, il faut en tenir compte. Or, quel est le parti politique qui, objectivement, défend le mieux les acquis des salariés, qui lutte le mieux contre la désindustrialisation, qui vous fait les meilleures propositions sur le plan économico-social. Il se trouve, je suis désolé de le dire, que c'était Dupont-Aignan et Marine Le Pen. Or, à un moment donné, le musulman ne vote que sur des questions de marqueurs religieux, comme le foulard, etc., et ne se pose jamais la question de son être économico-social. Or, pour être un musulman respecté, en réalité, ça passe d'abord par avoir une assise économico-sociale solide. Quand vous êtes un miséreux et un mendiant, vous ne pouvez pas vous faire respecter même au niveau de votre religion, c'est une évidence. C'est pour ça que je dis toujours, l'intelligence musulmane bien comprise, et de faire des choix politiques qui correspondent aussi à leurs intérêts de classe. Donc quelle est globalement la sociologie socio-économique des musulmans? Il faut se poser cette question. Et c'est toujours reconstruire le problème comme ça, je dirais, humblement du bas vers le haut. Hein, plutôt que de dire, moi je vote pour le PS parce qu'ils sont plus sympas que les immigrés, vous n'êtes pas immigrés, vous êtes français souche. Et l'immigration est ce qui vous met le plus au chômage. Les premiers mecs mis au chômage par une stratégie d'immigration incontrôlée sont les Français issus de l'immigration, qui sont OS1, OS2, etc., par le dumping social, etc. Et il serait temps quand même à un moment donné, à l'intérieur même de notre propre communauté, comme du temps où il y avait des cours d'économie faits pour les ouvriers par les cadres du Parti communiste, du temps où je respectais le Parti communiste, c'est qu'il y ait des cours de sociologie politique faits aux Français musulmans, qui souvent d'ailleurs effectivement ont un déficit de culture économico-sociale pour des raisons d'origine de classe, mais en même temps de leur expliquer les valeurs du Coran, il faut aussi leur expliquer ce que c'est que l'économie et quel est leur être socio-économique. Et il verrait d'ailleurs, comme vient de le faire avec la métaphore de Pharaon, que finalement, le Coran, lu par lui ou par Jacques Ramosel, est un très bon outil de conscience politique et de conscience géopolitique, quand on le lit bien. Et j'attends encore Ramadan sur ces terrains-là. Ramadan ne se pose jamais la question, excusez-moi, de l'origine économico-sociale du musulman, tout simplement parce que lui fait partie de la bourgeoisie et de l'hyperclasse. Il ne sait pas ce que c'est qu'un musulman prolétaire. Alors un musulman prolétaire, c'est un Français prolétaire musulman. Il est français, il est prolétaire, il est musulman. Ce sont des déterminations qui se combinent. On n'est pas juste musulman. Un Saoudien, je dirais, de Neuilly, c'est pas pareil qu'un chômeur qui a 4 enfants à nourrir dans une cité HLM de la banlieue de Lille, vous voyez. Et si on dit ça, j'en ai rien à foutre parce que de toute façon le salut est au-delà et Dieu y pourvoira, on se ment à soi-même et on se fout de ma gueule. Et malheureusement, très souvent quand je pose ces questions économico-sociales à un musulman que je prends en défaut en réalité, qui est vexé, il me dit oui mais nous tu comprends, la vie n'a pas d'importance, la vie sur Terre n'a pas d'importance, je dis pourquoi tu cherches à douter à ce que le Parti Socialiste te file un boulot d'éducateur de quartier, connard, tu vois. Si la vie n'a pas d'importance, voilà, enfin, c'est ça la question.